Et c'est parti, et nous sommes en live. J'ai voulu la jouer des contes de Noël, mais non, parce que c'est Halloween, donc ça ne marche pas. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, vous qui nous regardez, bienvenue dans cette nouvelle édition du Book Club. Je suis super contente ce soir de cette nouvelle édition. Je suis bien entourée pour parler de poésie, puisque c'est le thème dont on va parler ce soir avec mes deux invités. Donc Stéphanie Vauvor. Enchantée, bienvenue. Bonsoir tout le monde. Et Rim Battal. Bonsoir. Je vais vous faire une petite présentation, hein, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas s'arrêter là, mais je vais également présenter Sophie, que vous connaissez déjà normalement bien, puisque Sophie a l'habitude de venir hyper souvent dans les émissions pour faire des petites chroniques. Et là, ça va être le cas aujourd'hui, et tu vas rester avec nous un petit bout d'émission aussi pour nous parler avec nous de poésie. Exactement, et je vais adorer poser des questions, préparez-vous. Attention, on a pression. Alors, donc cette émission, vous l'avez vu, le titre c'est Les Nouvelles Voix de la Poésie. J'avais très envie de faire une émission à ce sujet parce que je sais pas ce que vous en pensez, alors pas vous deux du coup, mais peut-être plus toi Sophie. Quand on parle de poésie, généralement on pense à tous les poètes classiques qu'on a appris à l'école, en majeure partie des hommes d'ailleurs, Rimbaud, Musset, Apollinaire, j'en passe, ça te parle ? Oui, j'ai lu Les Fleurs du Mal pour le bac de français. Donc je vois exactement de quoi tu parles. Donc poésie très classique, très masculine aussi. Et aujourd'hui, je pense que pour plein de gens, la poésie peut paraître être un genre désuet, très intellectuel, réservé à une élite. Vous allez me dire ce que vous en pensez après aussi. Ouais, ou pas. Ça a un peu changé depuis les 3-4 dernières années quand même, et on en reparlera. Et justement cette émission, parce que oui, ça a changé ces dernières années, et notamment grâce à des poètes et des poétesses dont vous faites partie toutes les deux. Il y a beaucoup de femmes, c'est vrai, pour en citer certaines. Cécile Coulon, Rue Picor, qui a, elle, commencé sur Instagram avec un compte extrêmement connu, Morgane Hortin, ou encore vous deux, Rim et Stéphanie. Et voilà, donc petite présentation. Alors, Rim, tu es artiste, poétesse et journaliste, et tu te consacres aujourd'hui à la photographie. Je me consacre plutôt à la poésie, en fait. La photographie, j'ai un petit peu levé le pied. Mais... Ok, d'accord. Donc, tu te consacres plutôt à la poésie. Mais en tout cas, tu as aussi la photographie comme corde à ton arc. Tout à fait. Ouais. Et tu es notamment l'autrice de 20 poèmes et des poussières, Latex, Transport commun, L'eau du bain et les quatrains de l'All Inclusive. Tu co-diriges aussi avec Zoé Besmond de Senneville. J'espère que je prononce bien son nom de famille. Zoé Besmond de Senneville. Zoé Besmond de Senneville. Et Laura Luttard, Le bordel de la poésie. On en reparlera aussi. Et tu as initié la Biennale intime de poésie. L'année dernière est parue aux éditions Castor Astral ta toute première anthologie intitulée Mine de rien, qui est juste ici. On vous la montrera. Je vais la montrer tout de suite. On voit pas très bien. C'est pas grave, je vais la remettre là, comme ça. On verra un peu plus correctement. Voilà. Et tu as été citée en 2021 parmi les 10 poètes de la nouvelle génération à suivre sur les réseaux sociaux par les Inrocks. Tout à fait. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Pas mal de choses, mais bon, on va pas faire la liste exhaustive parce que j'ai 5-6 pages de CV. Parce qu'on va en reparler, surtout. Très bien. Et Stéphanie, tu es écrivaine et performeuse. Tu viens de publier début octobre Frénésie, qui est ton premier recueil de poésie aux éditions Castor Astral aussi, qui est juste là. Alors, c'est vraiment des jolis objets en plus, les livres qui sont édités aux éditions du Castor Astral. J'aime vraiment beaucoup. Donc c'est un récit poétique, politique et social qui dépeint une jeunesse des classes moyennes et des périphéries. On va en reparler aussi évidemment. Et tu fais également partie du collectif Le Crachoir, au sein duquel tu explores de nouvelles formes poétiques à travers notamment un fanzine, à travers des soirées scènes ouvertes, des ateliers littéraires et des créations scéniques et sonores. Et tu t'es également produite sur scène, donc à la Comédie de Reims, au Théâtre de Lorient et sur la scène nationale Lille Métropole. Et peut-être que tu auras aussi d'autres actualités. Voilà pour les petites présentations. Donc, on est sur Twitch. L'avantage, c'est qu'il y a des gens qui nous regardent et qui peuvent échanger aussi avec nous.
Donc, je vous invite à poser vos questions à nos deux invités, puisqu'on va parler de poésie pendant toute la soirée. J'ai une petite question, un peu une question récurrente dans cette émission, enfin qui va devenir récurrente, que j'avais envie de vous poser pour ouvrir cette discussion. Quel livre vous a ému aux larmes récemment, ou dans votre vie vous émeut encore aux larmes? Alors moi, c'est un texte de Guy Manot-Lévy dans un livre paru dans un livre qui s'appelle 13 minutes, que j'ai découvert complètement par hasard sur internet, en fait, en cherchant autre chose. Comme quoi ça sert de zoner sur le net. Et en fait, c'est un poème qui m'a vraiment ému aux larmes. J'ai tout de suite pleuré quand je l'ai lu, et à chaque fois que je le relis, il me fait exactement le même effet, parce qu'il parle d'exil, il parle d'amour, il parle de corps. Il parle de son grand-père oriental, de son aïeul juive, de comment il cherche justement tous ces corps perdus à travers ses amours, comment il n'arrive pas à se contenter des lèvres présentes, des yeux présents, parce qu'il lui manque toujours ces corps qui sont situés ailleurs dans le monde et dans le temps. Et c'est un texte vraiment très beau qui me donne toujours la chair de poule et deux petites larmes comme ça qui pointent le bout de leur nez. Ouais, tu peux redonner juste le nom ? C'est un texte de Guy Manot, en deux mots, Guy Manot-Lévy. Ok, trop bien. Et le titre, tu t'en 13 souviens? minutes. 13 minutes, c'est ça. Je vais essayer. Alors 13 minutes, c'est le titre du livre dont c'est extrait, mais le texte s'appelle « Je ne sais pas qui je suis ». Ok, je ne sais pas qui je suis. Si je trouve un lien à vous envoyer dans le chat pour que vous puissiez aller lire ces textes, je le fais tout de suite. Merci, Rim. Et toi, Stéphanie? Alors moi, c'est pas un livre, c'est un fanzine qui est le fruit de la collaboration entre la poétesse Milady Renoir et des ouvrières et ouvriers d'usine. Et ça s'appelle Les Poètes des Chantiers. Et donc, elle a fait des ateliers d'écriture avec ces personnes-là qui ont créé donc un objet zine qui est magnifique où ils poétisent toute leur expérience de travail. Et on voit qu'ils n'ont absolument rien à envier aux gens qui sont publiés. C'est vraiment sublime. Si vous suivez le compte de Poétesse Gang, dessus, on a repris ça. Et donc, je trouve que c'est magnifique et ça montre que vraiment, chacun en soi a un potentiel poétique. Trop bien. Ok, idem. De toute façon, on partagera les liens vers Poétesse Gang et tout ce dont on va parler ce soir. Sophie, toi, tu as un livre qui t'a ému aux larmes ou un texte ou quelque chose Oui, alors récemment. Pour le coup, c'est récemment, oui, c'est pas de la poésie. C'est un livre sur lequel j'ai eu le plaisir de travailler, d'ailleurs, qui s'appelle Un si petit oiseau. Qui est sorti il y a peu de temps au format poche et qui en fait raconte donc c'est un texte fiction où c'est une jeune fille qui a environ 17 ans et qui après un accident se retrouve amputée d'un bras et en fait elle doit apprendre à vivre sans ce membre en fait et au-delà de la toucher elle, ça touche toute sa famille aussi parce que sa mère qui conduisait quand l'accident est arrivé, donc elle culpabilise. Et ça explique de quelle façon un accident comme ça peut impacter non seulement la personne, mais aussi tout son entourage et tout ça. Elle, en l'occurrence, elle a plus confiance en elle, donc elle a arrêté ses études et tout ça. Et il se passe tout un tas de choses qui font qu'elle va reprendre confiance en elle et se dire « Ah, mais c'est bon, ma vie n'est pas finie, je peux faire des choses même si j'ai plus ça » et recommencer à interagir avec les gens, parce qu'elle a l'impression qu'on la voit plus que par rapport à son handicap. Donc il y a un tas de choses intéressantes. Voilà, j'en dis pas plus si jamais vous voulez. Un si petit oiseau. Oui. Et c'est chez qui C'est aux éditions Gallimard. Ok, ça marche, voilà. Trop bien. Pour vous qui nous regardez aussi, n'hésitez pas à nous faire part, si c'est pas maintenant, même plus tard dans l'émission, d'un texte ou d'un livre qui vous a ému aux larmes. Avant de parler écriture, avant de parler poésie, j'avais envie de parler d'écriture et je voulais savoir comment vous étiez arrivés l'une et l'autre à l'écriture, quand et par quel biais. Moi, depuis toute petite, ma mère a déménagé et on a retrouvé des vieux cahiers où déjà j'étais en train d'inventer des histoires. Wow. Donc, en fait, je suis pas vraiment arrivée vu que c'était un peu mon endroit refuge, l'écrit, depuis que je sais écrire, en fait.
Ouais, et t'écrivais quoi comme histoire? Des histoires de princesses ultra badass. Donc, génial. Déjà des bribes de féminisme. Donc j'étais contente de les retrouver. Ah, génial. Qui est énorme, c'est trop chouette de pouvoir retrouver des choses pareilles. Et moi, en fait, c'est un petit peu la même histoire. J'ai une sœur avec qui on a 1 an et demi de différence, donc on jouait beaucoup ensemble. Et un de nos jeux, c'était de fabriquer des livres. Donc on pliait des papiers A4, des feuilles de papier machine, et puis on devait créer du contenu. Donc j'ai commencé à écrire comme ça avec ma sœur. On composait des petites histoires et des poèmes. Et voilà, enfin, comme on montrait ça aux parents, ils étaient très fiers et surtout, ça leur permettait de faire des siestes tranquilles. Donc, mes parents étaient ravis de cette activité très calme. Ouais. Et voilà, donc on faisait vraiment nos petits livres et on les illustrait. Et un jour, on a décidé qu'il fallait avoir un public et de les distribuer. Donc on avait fabriqué, attention, petite anecdote d'enfance, on avait fabriqué une voiture avec un carton en faisant des trous un peu comme la voiture des Flintstones, je ne sais pas si vous voyez. Et donc on s'est mise dans la petite voiture qu'on portait comme ça avec une boîte à chaussures en guise de coffre remplie des petits livres qu'on a fabriqués. Mais c'est génial. Et on est allé les distribuer aux voisins. Et on a croisé un voisin et il nous a vu, et il a complètement cassé le mythe. Il nous dit, mais Rim, Sabrine, qu'est-ce que vous faites dans ce carton? Alors que nous, on était vraiment dans cette fiction, on est dans notre voiture. Une voiture, ouais. Voilà, en train de distribuer nos livres aux voisins. On était avec un petit mot derrière, si ça vous plaît, c'est temps, laissez l'argent chez nous. Mais il est affreux, ce voisin, d'avoir cassé votre rêve comme ça. Ouais, mais vraiment, on avait très honte. Ouais. Il y en a qui ont joué le jeu quand même parmi les voisins. On a eu c'était des copines aussi, les filles des voisins qui sont venues nous voir avec le livre et du coup, il y a eu des jeux qui se sont constitués à partir de cette fabrication de livres. C'est que, il y en a qui ont commencé à illustrer avec nous. On était contentes que ce soit lu en tout cas. Trop chouette, j'adore. Effectivement, vos parents devaient être contents d'avoir un petit peu de temps tranquille. Voilà. Et puis après, ça a continué petit à petit. Les parents étaient contents, donc nous encourageaient. Et ça a pris. Ma sœur, maintenant, elle écrit des nouvelles, mais pour son plaisir. Et moi, j'ai poursuivi avec de la poésie, des nouvelles aussi. Et toi, Sévanie, à quel moment ça a pris une place autre que écrire des histoires de princesses badass qui devaient déjà être trop cool? Mais moi, ça a un peu tout le temps été mon exutoire. Par contre, c'est vrai qu'il y a un moment où on se dit est-ce qu'on publie ou pas. Et je pense que ça a été avec le master de création littéraire où je me suis dit peut-être que je peux avoir des lecteurs. Alors qu'avant, je me sentais tellement illégitime et un peu écrasée par toute cette culture qu'on apprend via les cours et tout. Et je me disais mais personne ne va accepter de recevoir la parole de quelqu'un qui est à cet endroit-là. Et le master, ça m'a vraiment décomplexée par rapport à ça. Trop bien. Et du coup, c'est toi qui es allée chercher ta maison d'édition. Comment ça s'est fait? Non, pas du tout. En fait, c'est une amie qui a proposé au Castor Astral de me prendre dans l'autologie. Du coup, moi, j'ai envoyé quelques poèmes en disant choisissez s'il y en a un qui vous interpelle et tout. Jean-Yves, le big boss qu'on appelle Dieu et tout. Je l'appelle pas Dieu, moi. Tu l'apprends. Mais parce qu'il est tellement âgé que je l'appelle Dieu parce que c'est vraiment pour moi j'espère qu'il va pas écouter, il va pas être content du tout d'entendre ça. Mais du coup, il m'a dit écoute, je les mets tous. Et peu après, il m'a envoyé un mail en me disant est-ce que tu veux pas sortir en poche? Moi, à l'époque, j'étais sur le roman et je travaillais avec une maison d'édition donc pour un roman, donc je pensais pas du tout que je pouvais être poétesse. Et donc je lui dis non, je pense que ça marchera pas parce que mes textes sont pas assez lyriques. Donc moi-même en fait, j'avais épousé un peu ces codes comme ça en me disant mais c'est la poésie, c'est tel truc. Et en fait, mais il m'a dit si, il y a aucun problème et on a tenté. Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Tu pensais que ça devait être d'une certaine manière et pas d'une autre. Exactement. Mais parce qu'en fait, même quand tu le penses pas, on te le fait comprendre. Ah ouais? Ouais, moi, justement, cette question de la légitimité ne s'est jamais posée pour moi. Parce que depuis toute petite, j'étais sûre que j'allais devenir, à l'époque, je disais écrivain. C'est vraiment en publiant mon premier livre que tout le monde m'est tombé dessus. Enfin, je l'ai publié de manière très
très candide en fait. J'ai fini un recueil, donc j'ai contacté des maisons d'édition. Comme je connaissais personne du milieu, personne ne m'a découragée en me disant ouais, mais c'est pas vraiment de la poésie. C'est arrivé par la suite. Donc le livre a été pris dans une maison. J'ai commencé à le lire, il a commencé à être lu, et il y a eu des personnes qui sont venues me dire oui, mais c'est pas vraiment de la poésie. Tu te situes dans un truc. Enfin vraiment, tous les arguments étaient bons pour me sentir illégitime là-dedans. Et j'ai commencé à douter au début, bien sûr, parce que bien sûr les gens n'arrivent pas comme ça avec leurs gros sabots en vous disant c'est pas de la poésie machin, mais des manières vraiment très détournées et subtiles qui rentrent et qui infusent, et on commence à douter. Mais voilà, enfin sinon quand on est juste soi-même toute seule dans sa chambre et qu'on écrit, on sait ce qu'on fait. Ouais. Et qui te faisait ce genre de retour? Est-ce que c'est des gens du milieu? Est-ce que c'est des... Enfin, je demande pas forcément des noms, attention. Non, mais moi, je vais balancer, là. Non, mais c'était des gens légitimes, en tout cas, pour dire des choses pareilles? C'est très marrant, parce que c'était des personnes assez âgées, généralement des hommes, qui avaient... je pense que c'était pas fondamentalement méchant, ou ils essayaient pas vraiment de me décourager, c'était pas... Je pense pas leur but, mais ils avaient vraiment une conception très précise de la poésie, de ce qu'elle devait être, comment elle devrait être portée, etc. Ils essayent de me transmettre quelque chose. Sauf que j'ai pas sollicité leurs avis ni leurs conseils. Et pareil, quand j'ai commencé à performer au Bordel de la Poésie, comme j'avais déjà publié un livre et que éditer est considéré comme une sorte de privilège incroyable, alors que en fait non. Il y en a beaucoup qui ont commencé à me dire oui, mais faut pas que ça se sache dans le milieu de la poésie éditée, que tu performes là-dedans, parce que c'est déconsidéré, etc. Et bien sûr, j'en ai eu rien à faire pour rester poli. J'ai continué, et aujourd'hui, il y en a plein de ce milieu-là qui approchent le Bordel de la Poésie pour performer, pour qu'on les invite en tant que poète et poétesse. Ouais. C'est fou ça. En fait, c'était des grands, entre guillemets, puristes d'une poésie un peu comme je la décrivais au début, finalement. Enfin... complètement, et je pense qu'il y en a dans tous les milieux. Enfin, si on fait de la peinture, il y aura les puristes de la peinture qui vont arriver. C'est pareil pour la musique, le rap, ce qu'on veut. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme toutes les deux, on n'a pas du tout commencé à publier au même moment. On a vécu un peu le truc inverse, c'est-à-dire que moi j'avais intégré ces codes-là, et c'était moi-même qui me disais mais ça peut pas être de la poésie. Or aujourd'hui, quand je sors mon recueil, personne ne me dit mais non, c'est pas de la poésie, ça n'a pas sa place. Mais à l'époque, j'avais l'impression que mon endroit n'était tellement pas représenté que je me disais mais donc si on ne publie pas de textes comme ça, c'est que on ne reconnaît pas ça comme de la poésie. Et au final, malheureusement, on a eu un peu les deux, mais on voit que l'époque quand même a changé, puisque aujourd'hui... C'est ça, en fait, ce que je veux dire aussi, c'est que Stéphanie, elle est un peu plus jeune que moi, et elle est arrivée, tu avais fait quand même pas mal de scènes ouvertes, etc. Donc, ça fait qu'on rencontre quand même son public, que petit à petit, on s'entoure aussi de personnes safe, bien intentionnées, et qui ont aussi la même esthétique que nous, au final. Et moi, c'est vraiment, j'ai fini par l'avoir, mais assez sur le tard. Et c'est quand c'est arrivé que j'ai commencé à apprécier. Au début, ça a été vraiment une source de stress, je sais pas, j'arrive pas à trouver le mot, je suis désolée, mais ouais, c'était vraiment très décourageant. Ça te faisait douter, et ça te décourageait. Ça me faisait douter, et aujourd'hui je me rends compte, par exemple, quand j'ai publié mon livre L'eau du bain, ou même Pomme Girl, qui a été publié cette année aux éditions Culte, que je commence enfin à écrire comme je le souhaitais. Parce que mon premier livre, je l'ai écrit comme ça de manière très naïve. Ensuite, j'en ai publié d'autres, mais parce que j'essayais de correspondre finalement à cette conception de la poésie, à ce milieu, à ce qu'il attendait de moi. Et puis petit à petit, je m'en suis émancipée en rencontrant des personnes justement comme Stéphanie Vauvor, Mélanie Leblanc, Camille Bloomfield. Il y a plein de poétesses comme Aurélie Olivier qui... On se rend compte que il y a d'autres esthétiques qui existent, que c'est vraiment aussi une question de positionnement politique et esthétique. Après, je tiens quand même à défendre un peu l'éducation nationale, mais dans le sens où, même si c'est effectivement que des mecs, moi en tout cas, les grands poètes que j'ai fait en cours, type Baudelaire, Rimbaud et tout, mais par exemple Rimbaud, moi je viens de sa région, donc chez nous c'est vraiment une culture, mais lui il est ultra badass quoi, et il rhabillerait tout le monde aujourd'hui, et ce serait justement un mec sur Twitch et tout, et en fait on a aussi une image des poètes de
l'époque où on se dit mais ils étaient un peu niais à se branler sur des petits oiseaux et il y avait que ça et c'est un truc très éthéré. Mais fondamentalement, quand on regarde vraiment les grands poètes qui restent un peu dans l'histoire, c'était pas des gens comme ça du tout et c'était des personnes qui étaient un peu à contre-courant avec cette idée-là déjà à l'époque. Ouais, c'est vrai que pour beaucoup de choses, j'ai l'impression qu'on garde cette idée que, avant, c'était mieux que quoi. Enfin, finalement, c'est ça. Mais et c'est intéressant parce que tu dis que, si je comprends bien, des poètes comme par exemple Rimbaud, c'est des poètes qui t'ont parlé quand t'étais à l'école. Comment est-ce que Rim, peut-être t'as trouvé toi aussi toutes les deux en fait. Comment vous avez trouvé des représentations autres? Est-ce que vous en aviez? Est-ce que, parce que tu dis que finalement c'est par la suite que tu as rencontré d'autres poètes et poétesses aussi qui avaient les mêmes esthétiques que toi, mais est-ce que avant ça, il y a eu des sortes de pas de modèles, mais de points de repère qui vous parlaient et vous vous disiez ça c'est possible de faire? Oui, bien sûr. Alors il y en a eu pour moi. Déjà, pour rebondir ce que disait Mélanie. Par exemple, aujourd'hui, il y a Blaise Cendrars que je lisais pas mal et dans du Transsibérien, vas-y, au secours. Attends, on va regarder. La prose du Transsibérien, je suis désolée, j'ai une mauvaise mémoire pour les titres. Mais donc, Blaise Cendrars, franchement, on prend un de ses textes. La prose du Transsibérien. On prend un de ses textes, on enlève son nom, on le montre à un de ses puristes aujourd'hui. Pareil, il va vraiment dire, mais non, c'est pas de la poésie, je sais pas, c'est du slam. Voilà, je pense que quand on veut critiquer, on peut toujours critiquer. Mais moi, dans certains de ces poètes, oui, j'ai trouvé des modèles, j'ai trouvé du réconfort, j'ai trouvé m'est arrivé aussi des chocs esthétiques en lisant Apollinaire ou Rimbaud. Mais il y avait aussi d'autres poètes un peu peut-être moins connus, mais je pense par exemple à Joyce Mansour, qui était une poétesse d'origine libanaise ou égyptienne, je sais jamais. Qui gravitait autour de justement la team, le crew des surréalistes, et qui a malheureusement qui est moins resté dans la postérité pour plein de raisons qu'on devine. Et elle, ses textes sont extrêmement trash et directs et elle parle de sujets incroyables, genre elle parle de la merde, elle parle et on peut trouver même des extraits de radiophoniques de elle en train de lire certains de ses textes qui sont incroyables. Donc c'était vraiment aussi une performeuse de dingue. Après, a posteriori, j'ai vraiment découvert mon modèle, moi, à titre personnel, en tombant sur un livre qui s'appelle Les Chants de la Tassaout, qui est une rivière dans le Haut-Atlas au Maroc. Et c'est une poétesse qui s'appelle Mriri Dannetater qui était analphabète, donc elle écrivait pas, elle composait de mémoire des poèmes et qui ont été collectés par un Français qu'elle a rencontré là, qui est devenu son amant, qui les a traduits vers le français et publiés. Et ensuite, lui, il a perdu sa trace. Et donc, elle aurait vécu entre 1900 et 1940. Et ces textes, franchement, on enlève son nom, on met le nom de n'importe quelle poétesse aujourd'hui, et ça passe. Ils sont extrêmement contemporains. Elle se prostituait, elle parle de sa prostitution, elle parle de ses clients, elle parle de son mari qui l'a répudié, elle parle d'avortement, elle le défend. Elle parle du labeur, elle est vraiment tellement badass, anticapitaliste, vraiment et féministe, mais à fond. C'est assez dingue de tomber comme ça sur des modèles qui nous ont préexisté, qui ont germé aussi à des endroits où, parce qu'aujourd'hui on te dit mais t'as été endoctrinée par le féminisme ou par blabla, mais elle avait pas du tout accès à ça, elle avait accès à aucune théorie. C'est vraiment quelque chose de très naturel, de très simple, qui a jailli d'elle, et elle en a fait des poèmes qui sont extrêmement beaux. Alors là, je vais poser ma question Trapenard. Ça y est. Finalement, est-ce qu'on en parlait avant T'as des choses à prouver, Marie-Stéphanie? Non, mais j'ai repris ma question dans ma tête et je me suis dit, oula, c'est tiré par les cheveux. Finalement, qu'est-ce qu'il fait? Et j'essaie de la simplifier. Mais j'adore. Alors moi, je vous l'ai pas dit, mais moi, j'adore la Grande Librairie depuis Augustin Trapenard. Donc voilà. Je balance. Moi aussi, je la trouve meilleure depuis Augustin Trapenard. Je regardais pas avant, en fait. Enfin, je regardais avant, mais vraiment exceptionnellement quand il y avait quelqu'un que j'avais envie de voir. Qui c'était avant lui?
c'était le producteur de comment il s'appelle François Bunel, voilà, producteur de la Grande Librairie, qui est très bien aussi. J'ai rien contre lui, mais c'est différent. On les embrasse tous les deux. C'est des styles différents, voilà, si tu veux. Et donc pour revenir à ma question, Trapenard, c'est d'après vous, qu'est-ce qui fait la poésie? J'ai envie de dire, aujourd'hui, hier, demain, est-ce que c'est la personne qui l'écrit? Est-ce que c'est on va dire, ces règles un peu académiques, comme on peut trouver dans l'art, qui donnent des lignes de conduite à suivre pour que ce soit comme ça, comme ça, comme ça? Est-ce que c'est l'époque? Est-ce que c'est un peu de tout? Patate chaude. D'accord. Désolée Stéphanie. Moi je pense qu'à un moment ça se décrète, c'est-à-dire que moi ce que je constate c'est que la poésie ça peut avoir des frontières extrêmement poreuses. Moi j'ai beaucoup écouté de rap et je trouvais que c'était des poèmes. Il y a parfois des textes qui sont pas du tout des textes poétiques et pourtant moi je les écoute et j'ai l'impression que c'est un chant et que c'est extrêmement poétique. Il y a des moments qui peuvent être poétiques, il y a des regards qui peuvent être poétiques. Donc je pense qu'à un moment c'est les personnes qui vivent cette chose qui disent mais pour nous la poésie est là, mais fondamentalement j'ai l'impression que ça nous échappe et que la manière la plus juste qu'on peut avoir de définir la poésie, c'est justement de pas vouloir cadrer et donner des limites à ce que ça peut être et accepter que le champ des possibles est extrêmement large et que donc voilà chacun s'approprie la définition de la poésie. C'est la force de la poésie parce qu'en fait, dès qu'on essaie de lui mettre un cadre, elle déborde et elle va ailleurs et elle glisse. Après, moi, je dirais juste que pour moi, elle reste quand même très très liée aux mots. Par exemple, je sais pas si on peut dire qu'une musique est poétique, une chanson, si elle comporte des mots, pour moi, elle peut l'être. Mais une musique poétique, je pense qu'il y a tellement d'outils, de manières de qualifier un morceau instrumental que de simplement dire poétique, parce que ça peut aussi être un mot valise qui dilue tout. Mais pour moi, c'est vraiment une manière de composer quelque chose avec les mots, de jouer avec, tant qu'il y a quand même une vraie réflexion derrière. C'est aussi questionner l'usage des mots, pourquoi je vais utiliser celui-là plutôt que celui-là, de penser un petit peu la musicalité, etc. Après, qu'est-ce qui est musical pour X? Ce qui est musical pour X ne l'est pas pour Y. Donc, c'est un langage sensible. Donc, forcément, il y a la subjectivité, la part de la subjectivité est très très forte là-dedans. Et aujourd'hui, la preuve en est que il y a tellement de démarches différentes qui sont toutes les bienvenues et qui apportent. Et il y a personne qui ampute ou qui enlève quoi que ce soit la poésie en la faisant à sa manière. Au contraire, c'est toujours un très bel apport et un enrichissement de ça, quoi. Enfin, on est en train de construire ce que c'est que la poésie tous les jours ensemble. Effectivement, je pense qu'il faut un rapport au langage et se poser la question de comment on s'approprie le langage. Ouais. Trop bien, j'adore vos réponses, c'est trop. Non, on se complète. C'est ça se complète hyper bien. On va continuer de parler de poésie, mais avant de continuer notre échange, Sophie, toi, tu vas nous parler de ta pile à lire dans une chronique qui est réalisée en partenariat avec Pocket Jeunesse. En effet. De quoi est-ce que tu vas nous parler? Parce que je crois qu'il y a plein de choses dans ta pile à lire. Oui, je vais vous parler de 3 livres aujourd'hui et tous les 3 font partie du genre young adulte. Je ne sais pas si ça vous parle comme genre littéraire, mais en tout cas, en général, si vous êtes des grands lecteurs et lectrices, vous n'avez pas pu passer à côté. Et le succès s'explique par différentes raisons. Donc, si tu as l'habitude d'en lire, tu sais. La lecture est accessible et plutôt stimulante. Il y a une romance en fond, très souvent. Il y a une narration puissante. Les héros sont généralement adolescents. Et ça traite quand même de questionnements sérieux. Pour commencer ma pile à lire, le premier livre est Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Et c'est le dernier roman de Suzanne Collins. Donc vous avez la couverture qui s'affiche à l'écran normalement. Et elle y est, exactement. C'est le préquel de la saga. En fait, l'action se déroule avant les aventures déjà publiées, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un préquel. Il est sorti le 19 octobre au format poche et il sort le 15 novembre au ciné. Donc, ouais. Encore un Hunger Games. Vous connaissez, vous êtes familière de l'univers? Oui. Ouais. Ok. Jamais vu. Vous l'avez lu peut-être?
Vu. Alors moi, j'ai lu et j'ai vu, mais parce que je pense que c'était un peu ma génération, donc oui. Ok, t'as préféré les films ou les livres, du coup ? Clairement les livres, mais parce que je les ai lus en premier, du coup les films sont toujours un peu décevants, mais je suis pas sûre qu'ils soient ratés en soi, les films. Ils ont énormément de succès, ils ont résonné pour plein de personnes à travers le monde. Donc voilà. Alors là, ce qui est différent dans ce préquel, c'est qu'au lieu de se concentrer sur les tribus, le livre se concentre sur la jeunesse de Coriolanus Snow, donc qui est le président cruel des 3 tomes suivants. Et ça va se concentrer donc sur sa jeunesse et sa montée au pouvoir. Comment il s'est construit, comment il est devenu aussi cruel finalement. Et l'intrigue se passe donc 64 ans avant la saga d'origine. Pour vous donner un petit peu de contexte. Et là, on va faire la rencontre de Lucy Gray Baird, qui est la tribu du district 12, dont le jeune Coriolanus Snow a la charge. Voilà. Donc ça va être elle, l'héroïne, enfin, le personnage principal secondaire, si on peut dire. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le point commun entre les 3 livres dont je vais vous parler ce soir, c'est qu'ils ont tous les 3 des personnages féminins très forts et centraux. Voilà. Trop bien. On aime. Ouais, grave. C'est ça. Il en faut. Exactement. Et ici, Lucy Gray Baird, à première vue, si jamais vous vous lancez dans la lecture ou que vous allez au ciné, vous allez vous dire elle a aucune chance de gagner. Mais elle est téméraire, elle est dévouée et surtout, elle est vraiment motivée par le fait de gagner et de pouvoir donner la récompense des Hunger Games à sa famille. Voilà, donc je ne vous dis pas comment ça termine. Je vous laisserai le découvrir. Changement d'univers. L'action de mon 2e livre, de ma pile à lire, se déroule dans la ville qui ne dort jamais, qui est, selon vous, Gotham City. Non, c'est une ville qui existe pour de rester pas Las Vegas. Moi, j'ai vu la réponse sur ta feuille, mais j'aurais dit Paris et en fait non, mais non, c'est une autre ville trop cool. Et oui, la grosse pomme, sinon, ça vous parle plus ? Ah oui. Voilà, New York. Ok. Voilà. On devrait avoir un petit jingle là avec, je sais pas, genre New York. Tu vois, c'est qui déjà ? Désolée, j'aurais pas dû chanter. Voilà, donc le second livre de ma pile à lire fait partie de la saga The Mortal Instruments, qui a été écrit par Cassandra Clare. Le pitch, une adolescente pas ordinaire et a un rôle majeur dans une guerre secrète entre les forces démoniaques et des chasseurs d'ombre dans les bas-fonds new-yorkais. Et le premier tome de la saga commence ainsi, donc il s'affiche également à l'écran. Clary n'en croit pas ses yeux. Elle vient de voir le plus beau garçon de la soirée commettre un meurtre. Et, détail terrifiant, le corps de la victime disparaît d'un seul coup. Voilà, donc ça lance un petit peu les hostilités. Wow. L'intrigue donne grave envie. Comment ça ouais. Voilà. L'autrice s'est vraiment attachée à imaginer un univers fantastique et qui prend en compte toutes les créatures magiques comme les démons, les anges, mais aussi les sorciers. Et c'est une très grande saga qui est divisée en 4 cycles. Et là, ça va être les 10 ans cette année de la saga. Et pour l'occasion, le 3e et dernier tome donc de toute la saga va être disponible en grand format. C'est pour ça aussi que je vous en parle ce soir. Voilà. Et on passe maintenant à mon dernier livre de ma pile à lire. Alors attention, encore une petite devinette. L'intrigue de mon dernier livre se déroule principalement en mer. Le héros est entouré de personnages hors la loi qui sont régis par des lois bien à eux et ils sont à la recherche d'un trésor. Ce sont des... Je vois encore la réponse. tu triches, Marie-Stéphanie. Je ne dis rien du tout. Ils ont un œil caché, souvent. Ouais, des pirates. Oui. Oui, bien sûr. C'est ça. Donc, le dernier livre s'appelle La destinée de la Valonne et c'est le préquel, encore une fois, de la saga de la carte des confins. Donc, vous avez encore une fois la possibilité de le découvrir avant d'avoir lu les autres tomes. L'autrice, dans ce cas-ci, voulait revenir sur la jeunesse des personnages de sa trilogie. L'autrice s'appelle Marie Replin, excusez-moi. Et encore une fois, elle a construit un univers avec des personnages féminins très forts et très présents dans un univers de la piraterie qui n'est absolument pas misogyne. Donc, pour vous donner quelques exemples... C'est ironique ? Non. D'accord. Non, c'est vrai ? Oui, ok, d'accord. Là, elle a voulu... Je ne suis pas calée en univers de piraterie. Non, c'est vrai que d'habitude, la piraterie, c'est plutôt quelque chose de fondamentalement masculin et tout ça. Enfin, Peu de femmes à bord. Peu de femmes. D'ailleurs, ça porte malheur d'avoir des femmes à bord, normalement. Ouais. Mais là, le héros
de la destinée de l'Avalon, lorsqu'il s'engage sur la larme de Caliban, c'est le nom du navire, eh bien la seconde est une femme. Elle s'appelle Nikita, la maîtresse d'armes qui donne des cours quotidiennement à tout le navire s'appelle Bonnie, c'est aussi une femme. Le médecin de bord est aussi une femme qui s'appelle Soline. Et les 2 atouts majeurs de l'équipage, qui sont 2 sœurs qui s'appellent Diana et Trina, sont aussi des femmes. Et alors, pourquoi ce sont les atouts majeurs ? Ce sont des sorcières de l'eau, ce qui permet au navire de prendre l'ascendant pendant les batailles, etc. Enfin, voilà, il y a un petit peu de magie au-delà de l'univers de la piraterie dans la destinée de l'Avalon. Et voilà, je vous spoil pas plus. Ce dernier livre est super. Trop bien. Voilà, en tout cas, si vous voulez savoir comment tous les personnages féminins que je viens de vous citer évoluent dans des univers très masculins, rendez-vous dans toutes les bonnes librairies. Finalement. Chouette. Voilà. Si je peux te dire quelque chose, je suis trop heureuse d'entendre cette chronique parce que je fais beaucoup d'ateliers d'écriture avec des ados qui sont en lycée, en collège, et donc ils consomment beaucoup ce style de littérature et c'est souvent extrêmement méprisé et considéré comme un sous-genre. Et aussi, on en parle souvent pour évoquer le côté problématique de cette littérature qui serait forcément sexiste, etc. Et donc je trouve ça bien aussi de montrer que il peut y avoir du young adult qui est vraiment déjà de la littérature qu'on reconnaît comme telle et qui en plus peut avoir des héroïnes très féministes et que ça peut être aussi très safe de se retrouver là-dedans. Donc je pense que même je vais leur montrer l'extrait. Bah, écoute, je suis ravie. Les 3 romans sont publiés donc aux éditions Pocket Jeunesse et je te redonnerai les titres avec plaisir. Donc les libraires aussi, parce que j'ai constaté qu'aussi les libraires parfois qui se veulent un peu engagés ont beaucoup de préjugés sur ce genre de littérature et du coup le mettent pas vraiment en avant. Donc ça pourrait être cool aussi qu'ils sachent qu'il y a aussi de la... S'il y a des libraires qui nous regardent, c'est le moment d'écouter Stéphanie. Exactement. Trop cool. Écoute, merci beaucoup Sophie. Et tu nous quittes d'ailleurs. Oui, je vous laisse là sur ces. Pour rentrer chez toi. Enfin non, pour aller à une soirée. Voilà, joyeux Halloween à tout le monde d'ailleurs. Merci pour cette chronique et à très vite. Oui, à très vite. Alors, petit changement de plateau qui n'est pas vraiment un changement de plateau. C'est juste moi qui me décale. Hop. Trop cool que cette chronique vous ait plu et que ça te parle, Stéphanie. Tu pourras retrouver cette chronique en replay sur la chaîne Twitch de Mademoiselle. C'est ça, et sur YouTube, normalement. Et absolument. Voilà, c'est ça, tu pourras en profiter. Pour toutes les personnes qui nous rejoignent, peut-être qui ne nous ont pas regardé jusque-là, on est en direct dans le Book Club de Mademoiselle. Et je suis en excellente compagnie ce soir avec Stéphanie Vauvor et Rim Battal. Et on parle de poésie. J'avais envie de vous demander de lire un extrait de vos écrits. J'ai appelé ça les feuillages littéraires parce que je trouve ça hyper chouette. Laquelle de vous deux veut commencer Allez, Rim, commence à te dessaper. Voilà. Très bien. Alors, je vais vous lire un extrait de mon livre à paraître chez le Castor Astral aussi. Il sort le 8 février 2024 et il s'appelle X et Excès. Génial. C'est une avant-première, donc, voilà. Quand même. Et donc, je vais vous lire un poème. Tu m'as dit ça va. Tu m'as dit t'as joui. J'ai pensé pas du tout. J'ai dit « Oui, oui ». Tu m'as dit « Merci pour ce moment ». J'ai dit « De rien, bébé ». Tu m'as dit « On se revoit quand ?» J'ai pensé « Plus jamais ». J'ai dit « Je dois vérifier mon agenda ». Tu m'as dit « C'était vraiment super ». J'ai pensé « Je devrais te faire payer ». J'ai dit « Je t'enverrai la facture ». Tu as rigolé, j'ai rigolé. J'ai dit « Je dois rentrer ». Tu m'as dit « Je te raccompagne ». J'ai dit « Non, t'inquiète ». Tu m'as dit « Ok ». Et je suis sortie. J'ai marché dans la nuit, je m'en suis roulé une.
Il faisait -5. Il était minuit -5. Et malgré mon corps plein de lui-même, mon corps dans son jus, plein de ces fardeaux dont tu n'as pas su m'alléger, j'ai pensé, je suis libre. J'ai dit à haute voix, je suis libre. Et je suis allée boire un dernier verre au Jefferson. Je m'y suis faite flaque, j'ai dansé sur une table, chanté. Je m'y suis répandue de la manière la plus extrême qui soit. J'ai étalé une joie radicale et prosélyte. Je me suis donnée en spectacle pour ne pas être regardée, vraiment. On m'a payé des coups, on m'a payé des frites. J'ai pensé, voilà, on est quitte. Et je me suis dit, le masculin l'emportera pas au paradis. Ouais, j'adore, merci beaucoup. C'est tellement apaisant d'entendre quelqu'un nous faire la lecture comme ça. Bah, si ça peut pousser les gens à aller voir des performances, ça change tout. Bah ouais, on va en reparler justement après, mais grave. Stéphanie, qu'est-ce que tu as choisi ? Alors moi, je vais lire un extrait de mon recueil qui s'appelle « Les poètes sont des menteurs ». L'aube est hurlante et désenchantée. Aucun d'entre nous ne sait. Quand on parvient à mettre des mots sur les choses, c'est qu'on s'exprime mal. Je veux me noyer dans un scrolling géant, Netflixé, sniffer du dissolvant, BFM, Hanouna, Téléréal en boucle, Pornhub en arrière-plan, l'état crache dans ma bouche. J'ai trop de haine en moi, j'ai trop de haine en moi, j'ai trop de haine en moi, des traces de fêlures, de vénéneuses blessures, les poignets élimés aussi de drôles de plaies, toutes mes amertumes, des vestiges d'ordures, des puits toujours sans fond, des cafards, des démons, de violentes nausées, les mecs qui m'ont jeté, mes amours avortés, j'ai du vent, de la flemme, des montagnes de gêne, je suis toujours vulgaire, j'en crève de ne pas plaire, je suis bête et méchante et puis sale et collante. Pas désolée de vivre, je ne m'excuse pas d'écrire. Je suis le cri, le poing, le soubresaut, la faim, la fournaise, le frisson, la mitrailleuse, le chant. J'ai cessé d'être humaine, qu'on me traite de chienne, je suis un animal, frappe-moi fort, même plus mal. Waouh. Merci. Merci beaucoup. C'est dur de continuer après ça, mais merci toutes les deux. Quand je vous écoute, je me pose la question et je me demande dans quelle mesure, quand vous écrivez, vous vous inspirez de ce que vous vivez. Comment est-ce que ça se passe ? Quel est le processus, on va dire, entre peut-être le vécu et l'écrit ? Stéphanie ? Alors moi, souvent, ce sont des atmosphères qui m'inspirent. Typique, j'écris sur l'open space parce que quand j'étais chargée d'assistance en centrale d'appel, j'étais là, mais c'est incroyable. L'open space, c'est un peu une micro-société et donc ça peut faire un peu... même les Marseillais aussi, typique, c'est une micro-société avec des personnages très archétypaux où ça fait un peu Sa Majesté les mouches pour les gens fauchés. Et du coup, je me dis, mais ça regorge de plein de choses et il faut profiter de cette atmosphère pour mettre en récit et du coup souvent créer des contre-récits, puisque moi ce qui m'intéresse aussi c'est les endroits qui sont réputés pas poétiques et d'aller chercher comment on peut trouver finalement justement de la littérature là-dedans. Donc oui, moi souvent je me sers de ce qui m'entoure. Après moi je fais pas d'autofiction quand même, donc du coup c'est toujours un personnage et puis il y a vraiment une invention autour de ça. Mais par exemple là, je sais que si je bossais ici à faire du Twitch, j'aurais trop envie d'écrire un texte dessus parce que finalement tout est matière et donc tout ce qui est inconnu avec des règles différentes, etc. C'est foisonnant et je trouve que ce sont des sources d'inspiration incroyables. Trop bien. Pour ma part, ça rejoint un petit peu ce que disait Stéphanie, parce que c'est pas forcément des faits réels qu'on a vécu, qu'on va raconter et mettre en poésie. Sinon, pour moi, c'est pas forcément de la poésie, même si j'aime pas disqualifier les textes des autres. Les gens font ce qu'ils veulent. Mais pour moi, il faut vraiment transcender la réalité pour arriver à une œuvre, en fait. En effet, parfois il nous arrive des choses, on entend des phrases, des choses qui nous marquent, qui nous habitent, qui nous travaillent, et on prend ça comme du matériau, en fait. C'est comme une matière première, un beau tissu, quelque chose comme ça, à partir duquel on va justement, broder, couper, découper,
recoudre pour en faire un texte qui fonctionne et qu'on va appeler poème. Cette question, elle revient assez souvent d'ailleurs quand je fais aussi des ateliers avec les jeunes et les scolaires. C'est Madame, ça vous est arrivé? Et en fait, non. Après, je pense que même quand on fait de l'autofiction, c'est de la littérature à partir du moment où on prend justement un vécu et on le transforme et on réfléchit à comment on écrit aussi. Parce que quand on pense son texte, son style, comment on va, le souffle d'un texte est hyper important. Après, on n'est pas non plus obligé de coller à la vérité. Le poète ou la poétesse n'est pas documentariste, n'est pas archiviste, n'est pas fait pas de la télé-réalité. Même si, bien sûr, tous ces métiers sont extraordinaires et ont leur place. Mais c'est vraiment autre chose qu'on fait. C'est vraiment l'événement ou l'événement vécu, la chose vécue est prétexte à, et non pas l'inverse. Oui. Mais c'est quoi justement, puisque si c'est pas tout ça, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une façon de peindre le monde? Alors quand je dis peindre le monde avec des mots évidemment, mais et puis surtout dans son son acception assez large, parce que comme tu le disais, tu vas pouvoir être inspiré par l'open space, par faire du Twitch, mais comme par d'autres choses qui sont peut-être plus qui concernent énormément de personnes. C'est quoi? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est... Alors pour moi, c'est vraiment une manière d'appréhender le monde, de le vivre et aussi de le transmettre. C'est vraiment c'est un regard qu'on pose d'une certaine manière sur des petites choses, soit particulières, soit plus générales, et d'inviter le regard des autres à venir se poser là-dessus depuis notre angle à nous. Par exemple, Stéphanie en parlera mieux que moi, mais sa façon de justement parler de l'open space ou de télé-réalité, etc., c'est vraiment pour moi une façon de inviter le regard des autres à se poser de la même manière que elle pose son regard sur ces choses qui sont réputées pas poétiques, mais elle les sublime avec un texte. Alors moi, ça se rejoint, mais c'est pas exactement le même endroit, parce que j'ai tendance à raconter comment le monde m'échappe justement, et à essayer avec les mots d'approcher des choses qui sont tellement complexes, etc., que en dehors de l'endroit poétique, on peut pas les ressentir et les faire émerger. Et donc on a besoin d'essayer de nommer ces endroits de complexité, ou en tout cas de les faire exister, mais sans l'outil littéraire, je trouve ça très compliqué. Et après, mon recueil, par exemple, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est confrontée à la sexualité, au monde du travail, et tout lui échappe complètement. Et là-dedans, je pense qu'on est beaucoup à se reconnaître un peu à différents niveaux, mais dans à cette place-là, au niveau de l'époque contemporaine qui est un peu folle. Et je connais peu de gens qui disent oui, moi je maîtrise les codes, j'ai tout compris, je suis à ma place et complètement intégrée. Sinon, on veut rencontrer cette personne. Voilà. Et donc j'essaie de raconter justement à quel point oui, le monde m'échappe complètement, et comment finalement on peut créer quelque chose de collectif à partir de ces choses-là. Mais là, encore une fois, je trouve que vos deux réponses sont très complémentaires, finalement. Oui. C'était vraiment un très bon panel. Alors, on en a parlé, on l'a évoqué à plusieurs reprises, le sujet de la performance. Pour vous, quand est-ce que c'est venu déjà l'envie de dire plutôt que d'écrire et de dire comme vous l'avez fait à l'instant? Alors moi personnellement, en fait, je viens du théâtre, donc du coup, j'ai lu beaucoup d'auteurs de théâtre, mais qui pour moi étaient un peu des poètes, type Claudel, Peggy, Coltès et tout. Et donc j'avais tendance à déjà lire tout haut. J'ai une petite sœur qui est autiste. Quand je vais la voir tous les soirs avant de la coucher, je lui lis un livre, donc il y avait vraiment ce truc d'oralité. Et on a créé donc le crachoir avec des amis du master, parce que on avait l'impression qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient besoin d'être écoutés et qui n'avaient pas cette place justement où ils pouvaient recevoir une écoute bienveillante. Donc du coup,
on a commencé en fait par une parole qui était très orale et qui d'ailleurs n'était pas forcément littéraire. Et puis petit à petit, les gens qui venaient parler, au début c'était beaucoup du témoignage, etc. Et il y a des personnes qui ont eu envie de mettre, de travailler la forme, etc. Et de mettre ça en littérature. Et c'est vraiment après que moi je me suis dit bon, je vais faire quelque chose d'écrit. Mais donc du coup, mon écriture est très orale. Et puis aussi peut-être c'est mes origines, etc. Mais moi, je suis un peu fascinée par tout ce qui est conteur et tout. Quand j'étais petite, mon héroïne, c'était Sherazade. Donc, c'était vraiment le fait d'avoir un récit, mais de le raconter. Et donc, il y avait un vrai rapport à l'oralité. Par exemple, Rime, je me rappelle quand j'ai acheté ses premiers livres, je les lisais tout haut. Mais parce que j'avais besoin d'entendre vraiment la musicalité et tout. Donc, du coup, pour moi, c'est un peu inextricable. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'est pas la même chose quand même de lire silencieusement et de lire à haute voix. Et on l'a entendu d'ailleurs tout à l'heure avec vos deux lectures. Oui, tout à fait. Alors moi, ça s'est passé un peu différemment. J'ai publié mon premier livre. Avant, chez moi, je lisais, il m'arrivait de lire des textes à haute voix, mais c'était vraiment pour mon bon plaisir. Et donc, je publie mon premier livre, et là, mon éditrice me dit, tu vas devoir le porter et le lire à des événements, dans les librairies, etc. Et j'ai dit, hors de question. Et elle insiste, elle me dit, ah bon, mais comment ça? J'ai dit, pour moi, j'ai écrit un livre, c'est terminé. Maintenant, il va faire sa vie en librairie, cet objet qui ne fait plus partie de moi, c'est terminé. Et elle me dit, mais pas du tout, en fait. Tu vas être obligé de le lire, sinon il va pas avoir de vie. Et en fait, je m'y suis collée. Je suis passée à la casserole. Une fois, c'était ma première fois, c'était au café de la mairie dans le 6e. En marge d'un marché de la poésie, et ça a été vraiment catastrophique. J'étais pas du tout prête, j'arrêtais pas de trembler, et j'ai détesté l'exercice. Et plus tard, quelques mois plus tard, une copine me dit viens avec moi, je vais t'emmener dans un endroit, tu vas voir, tu vas adorer. Et en fait, elle m'emmène au bordel de la poésie. Et donc là, justement, je rencontre plein de gens costumés dans un bar. On boit un coup et ensuite on a le droit si on a envie d'avoir une lecture en tête-à-tête, on achète un jeton et là on se fait offrir une lecture en tête-à-tête. Et là je me fais offrir une lecture en tête-à-tête avec une poétesse. J'ai halluciné que ce soit même possible. J'ai adoré. En plus, je crois que j'écoutais même pas ce qu'elle me disait. J'étais vraiment sur sa voix et vraiment en pleine. Il y avait trop d'informations et trop de beauté en même temps. Je me dis mais c'est pas possible, ce truc existe. Genre elle a écrit ce texte, elle est en train de lire pour moi. Et en plus, je l'ai payé pour cette lecture. C'est génial. Je veux en être. Je rentre chez moi, je leur envoie un mail. Pas de réponse. 1 an plus tard, on me contacte, on me dit est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit oui. Et c'est comme ça vraiment que j'ai commencé à performer. Donc, j'ai commencé à faire mes lectures en tête-à-tête. Et petit à petit, il y a eu une envie de le faire un peu plus sur scène. Mais au départ, vraiment, je trouvais ça, en tout cas pour moi, beaucoup plus pertinent de lire un texte comme ça en tête-à-tête, à l'oreille, en le lisant bas, plus beau et qui correspond plus à ma manière d'écrire à moi que de déclamer un texte devant un public plus large, voilà. Et finalement, même ce format-là, j'ai vraiment appris à l'apprécier parce que j'ai compris justement que c'était un dispositif différent et qu'il fallait adapter sa manière de lire, d'écrire, le choix des textes en amont. Et là, j'en suis à faire de la scène avec des musiciens qui m'accompagnent, avec un texte qui a été spécialement écrit pour la scène, donc qui a été publié en livre Pomme Girl. Et je l'ai écrit pour le porter sur scène, pour être accompagné en musique. Donc voilà, c'est vraiment des démarches différentes au final. Et alors, à mon grand regret, on était censé avoir la possibilité de vous montrer 2 vidéos, dont l'une justement, celle dont tu viens de parler à l'instant. Je les mettrai dans l'article qui reprendra l'émission, qui reprendra le replay YouTube de l'émission. Comme ça, et puis les personnes pourront venir voir sur place et surtout 26 novembre aux Écuries. C'est au 8 rue Bachaumont dans le 2e arrondissement. Ok, je le repréciserai aussi. Trop bien. Et comment ça se passe du coup? C'est entrée, tu payes ton entrée et après
tu peux avoir ton fameux petit ticket ou... Alors c'est une formule dimension variable et les modalités changent d'un lieu à l'autre. L'année dernière, par exemple, l'année d'avant, on était au Théâtre des Déchargeurs et là on faisait payer l'entrée et ensuite il y avait l'histoire du jeton. Okay. Là, comme on est dans un bar, c'est un peu plus underground et l'entrée est gratuite. Les personnes consomment ou pas si elles ont envie. Mais en revanche, la lecture en tête-à-tête reste payante. C'est un jeton qu'on peut se procurer sur place. Okay. Trop bien. T'as déjà participé, Stéphanie? Oui, tout à fait. Et je l'ai rejoint en décembre. Ok. Donc, voilà, avec cool. une version de la prosti-poète très moderne, un peu gouailleuse, et avec de la danse aussi. Ah ouais, trop bien. Mais pour revenir à la performance et tout ça, moi je pense que vraiment il faut accepter aussi qu'en 2023, la poésie comme la littérature, ça s'est barré du format livre. Et donc c'est pas uniquement le format livre. Par exemple, on voit le succès de Audible, des choses comme ça. Et la performance, c'est un endroit, enfin en tout cas pour les artistes, je trouve, qui est fascinant parce que il est pas défini complètement et donc c'est pas complètement une lecture, en même temps c'est pas complètement un spectacle, donc c'est aussi une espèce de lieu laboratoire et exploratoire qui est quand même génial et qui permet de diffuser complètement autrement. Trop bien, ouais, c'est un peu de tout ça en fait, un mélange un peu de tout ça. On n'a pas parlé des réseaux sociaux, mais voilà, je disais que tu avais été nommée en 2021 parmi les poètes et poétesses à suivre sur les réseaux sociaux. Et je me demandais dans quelle mesure vous vous emparez des réseaux sociaux, que ce soit pour écrire, partager votre travail aussi ou échanger avec les personnes qui vous lisent. Est-ce que vous avez une façon peut-être différente l'une de l'autre de le faire? Alors moi, je le fais vraiment comme ça me chante. Quand il y a des périodes où j'ai du temps, donc je peux me permettre de faire des lectures face caméra et de les poster sur mon compte. Il y a eu un moment aussi après le confinement où, quand on avait le couvre-feu, cette période malheureuse que j'espère révolue définitivement. Et bien là, à ce moment-là, je m'étais imposé d'écrire un texte pour les réseaux sociaux, à publier un par jour. Et j'en ai fait pendant, je pense, 40-60 jours. Wow. Comme ça, peut-être même un peu plus d'ailleurs. Les textes originaux que tu écrivais vraiment? J'écrivais le jour même, vraiment pour être posté, que j'associe à une photo, soit de ma journée, soit c'est un truc qui traîne un peu sur mon... Mais c'est pas du tout quelque chose de très pensé en amont. Mais pour moi, c'est vraiment... ça sert à ça aussi, les réseaux sociaux. C'est pour explorer, tester des choses. Il y a un côté... spontané, faussement éphémère, spontané oui, mais finalement c'est pas si éphémère que ça. Et c'est une écriture qui n'a rien à voir avec ce que je publie dans les livres au final. C'est ça, je me suis rendu compte de ça au bout d'un moment. Voilà, parfois il m'arrive aussi de tomber sur un livre que j'adore, pas de moi, et donc j'ai envie de lire un des textes et je poste la vidéo. Ça m'a permis de rencontrer de plus en plus de lectrices. Et c'est génial aussi d'avoir des échanges avec ces personnes qui ont soit lu nos livres, soit qui sont venues voir des lectures, des performances. Et c'est hyper agréable, c'est très informel. Je trouve que ça, c'est autre chose, quoi. C'est une autre manière d'accompagner le livre pour moi. Après, l'année dernière aussi, j'ai été marraine d'un concours d'Insta Poésie qui s'appelle le Puits Poétique. La deuxième édition, ils ont repris cette année avec une deuxième édition et c'est Mathias Malzieu, donc de Dionysos, qui en est le parrain cette année. Et ça a été une aventure assez incroyable. Ça m'a fait rencontrer aussi plein de démarches différentes en Insta Poésie et de questionner aussi l'outil, parce que comme je disais vraiment, jusque-là je le fais comme ça, un peu par-dessus la jambe. Et toi, Stéphanie? Moi, j'ai grandi avec les réseaux sociaux, donc c'était un peu naturel pour moi d'aller dessus après pour parler de poésie, puisque c'était mon quotidien. Les générations dessus m'ont beaucoup renvoyé que c'est très racoleur, que c'était justement quelque chose de complètement vulgaire, et que du coup, ça rendait sale la chose et tout. Et donc, en bonne révoltée, je me suis dit, puisque c'est ça, je vais y aller à fond les ballons. Et en plus, c'est vrai que moi, j'écris beaucoup sur l'ordinaire, le populaire, aussi sur la vulgarité, aussi sur les endroits anecdotiques, sur tout ce qui est économie de l'attention aussi. Donc, ça me paraissait tout à fait normal d'investir cet endroit des réseaux sociaux, mais aussi parce que même c'est présent, en fait, dans les textes que je fais, quoi. Et donc,
Enfin, du coup, moi, je le fais de manière très ludique. Effectivement, comme rime, c'est très différent. Un texte qu'on va mettre sur Instagram, par exemple, où l'image est là quand même pour beaucoup, et puis où il y a effectivement un faible temps d'attention et ça n'a pas le même impact. En même temps, je trouve que ça nous permet complètement de sortir du petit microcosme littéraire et d'être moins dans l'endogamie et tout. Bon, même si on retrouve un peu ça, parce que les gens qui sont en train d'écouter de lire de la poésie sur les réseaux sociaux, finalement, on est quand même un petit groupe, mais au moins, ça toujours une bulle, un petit peu et tout. Et des fois, t'as une ado qui te dit, moi, je suis tombée là-dessus, machin, parce que je sais pas qui a partagé. Et en fait, c'est cool et tout. Et donc, je me dis, c'est une autre manière de rencontrer les gens, quoi. Ouais, carrément. Et je vais partager justement vos comptes Instagram avec les personnes qui nous regardent. N'hésitez pas à poser des questions. J'ai vu qu'il y avait eu des petits commentaires, mais c'était pendant la chronique de Sophie. Et à nous dire ce que vous en pensez aussi. Si moi, je sais que je consomme bien via Instagram, justement. Enfin, c'est aussi une façon de découvrir, comme tu dis, vu qu'il y a toujours ce microcosme où si t'es pas vraiment dedans, tu connais pas tous les comptes à suivre, toutes les personnes à suivre. Et ne serait-ce qu'en vous suivant toutes les deux, j'ai pu aller de compte en compte, en découvrir d'autres et tout. Et je trouve ça assez génial. Est-ce que ça vous donne... Je voudrais juste ajouter un petit truc. Vas-y. Justement, c'est presque essentiel d'être là-dessus, malgré justement des personnes qui dénigrent cette présence-là, parce que il n'y a pas forcément d'autres relais pérennes dans les médias mainstream. Avant, par exemple, on aime ou on n'aime pas, mais il y avait sur France Culture, il y avait Jacques Bonafé lit la poésie, ça durait 3 minutes, mais au moins c'était quotidien et tous les jours tu pouvais découvrir un livre qui vient de sortir, un texte que tu connaissais pas, et ça passe sur une radio qui a une grande force de frappe, et donc ça permet comme ça, par hasard, sans s'y attendre, de découvrir, d'écouter de la poésie ailleurs que ce que t'aurais acheté spontanément dans une librairie, ou ce que t'aurait dit ton prof ou ton voisin, enfin je sais pas. Et là, ça n'existe plus. Il n'y a plus que Instagram, en fait. Enfin, Instagram, mais c'est aussi d'autres personnes qui sont sur TikTok, qui sont sur Facebook aussi, et qui relayent leurs poèmes et des textes d'autres personnes de cette manière-là. Et aujourd'hui, si on arrête ça, il n'y a plus grand-chose. Hein. Ouais. Et ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, quand ton premier livre au départ, tu as dit non, moi, il est écrit, c'est bon, il va vivre tout seul. Aujourd'hui, quand vous avez un livre qui sort, justement, vous êtes obligé d'aller le défendre. Et puis, j'imagine que c'est aussi un plaisir de le faire. Mais à quel point c'est compliqué dans le milieu littéraire qui publie des centaines de livres, tous genres confondus, chaque année. Et comme tu disais, peut-être qui est aussi le milieu médiatique qui ne favorise pas cette visibilité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est... Ça, c'est plus pour toi. Mon livre est sorti en 3 semaines. Promo, mais justement. Alors, des conseils pour Stéphanie. C'est le moment. Je plaisante. En fait, déjà, il y a quelque chose de fondamental qui a changé les 3-4 dernières années, comme je le disais tout à l'heure. C'est une attention plus grande des médias, en fait, qui existait presque plus à un moment. Vraiment, c'était vraiment, chaque livre sortait dans le silence le plus total. Ou alors, il y avait vraiment des rubriques très, très, qu'on pouvait compter sur le bout des doigts. C'est toujours le cas. Mais en revanche, il y a de plus en plus de journalistes qui lisent de la poésie et qui en parlent. Et les personnes qui parlent de poésie aujourd'hui dans la presse sont des personnes qui la connaissent très bien, et de mieux en mieux. Et c'est ça qui est vraiment qu'on a gagné sur le chemin, quoi. Donc, ce qu'il faut faire, il n'y a pas de mystère, quoi. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, il faut s'en emparer, il faut poster des vidéos, il faut connaître comment fonctionnent ces outils et comment en tirer le plus comment on dit, davantage possible. Mais après, c'est toujours pas suffisant, quoi. Enfin, on fait aussi des ateliers d'écriture, on fait des rencontres dans les milieux scolaires, des rencontres en librairie. Après, les rencontres en milieu scolaire, on a ce public otage, les pauvres, mais au final, il y en a au moins 2-3 qui sortent avec des étoiles dans les yeux. Et même, enfin, je dis ça, mais on a beaucoup plus que ça, et c'est incroyable à découvrir à chaque fois. Ouais. On y va, les profs sont courageux, certaines, proposent des rencontres avec des poètes, poétesses, mais on voit très bien à chaque fois, je vois que les profs sont un peu frileux et frileuses.
Mais finalement, il y a toujours des super surprises. Même les profs me disent, je redécouvre mes élèves, je savais pas que ça allait les intéresser, en fait, si. Donc voilà, faut vraiment, s'il y a des professeurs, des libraires, des journalistes qui nous suivent, on compte sur vous. Sans vous, on peut rien faire. Pareil pour les libraires. Les libraires qui défendent la poésie, qui la vendent, qui sont prescripteurs, qui proposent alors clients et clientes des livres parce qu'ils lisent elles lisent elles-mêmes la poésie, que ça les intéresse, ça change tout. Les chiffres de vente ne sont pas du tout les mêmes. Il y avait Alexandre Bord, qui est aujourd'hui éditeur chez l'Iconopop, était pendant 9 ans libraire à la Grande Librairie de Paris, à Place de Clichy. Et c'était la librairie qui vendait le plus de poésie dans tout Paris et même peut-être en France, si je ne m'abuse. Il écoulait des stocks entiers de chez des maisons d'édition parce qu'il était présent, parce qu'il les défendait, parce qu'il aimait ça. Et c'était la personne en charge de la poésie. Et ça change énormément de choses. Si on a, je sais pas, 20 Alexandre Bord en librairie en France, mais vraiment, ça changerait la donne. Ouais, donc effectivement, les libraires qui nous écoutaient, n'hésitez pas à lire de la poésie, parce que c'est peut-être pas, c'est peut-être ça, c'est aussi comme ça qu'on s'y met et qu'on devient Alexandre Bord. Après, il n'y a pas que Alexandre Bord. Heureusement, il y en a quelques-uns, quelques-unes. Ouais. Et alors, est-ce que le fait d'être ensemble aussi, de peut-être la sororité, même parmi les poétesses et plus largement même les poètes et les poétesses, c'est important aussi pour être davantage visible, pour être ensemble et faire parler de ses écrits? Moi, j'adore le collectif, donc toutes les aventures collectives sont bonnes à mettre en place et à créer. Je pense que nous, on a essayé vraiment de travailler sur comment on pouvait être soror et se soutenir. Ça marche très bien, par exemple, avec nous deux. Donc, effectivement, ça change tout. Mais après, c'est aussi des choses qui se travaillent perpétuellement. Et puis, il y a sororité, mais il y a aussi plein d'autres points sur lesquels on peut se rejoindre aussi pour créer des dynamiques collectives. Donc, Oui, et puis je pense que de manière générale, la sororité, c'est comme l'amour, ça se cultive en fait. On le met en place, on discute, on communique, on essaye de se comprendre et on essaye de nourrir ce lien au final qui est hyper précieux aujourd'hui. Et moi, ça m'a apporté énormément parce que, justement, comme je disais avant, quand j'ai commencé à publier, je rencontrais que des mecs vieux, voilà, et je n'ai rien contre eux. Il y en a plein qui m'ont tellement apporté, qui m'ont beaucoup aidé. Donc voilà, je stigmatise pas. Je vais pas faire de l'agisme ou de la misandrie. Par contre, ça me dérange pas. Mais voilà, en fait, le fait de rencontrer des poétesses de différentes générations d'ailleurs, qui sont là, qui sont dans le soutien, qui sont dans l'écoute, dans la bienveillance, moins dans la compète. Franchement, ça, c'est quelque chose qui ne peut que bénéficier à toutes et à tous. Non, mais c'est ça, on est quand même dans une société patriarcale qui nous a vraiment insufflé des images de rivalité entre nous les femmes. Donc, d'essayer de décréter autre chose, de travailler à ce que ce soit effectif, c'est déjà un bond énorme, en fait, dans le milieu. Et je t'ai pas posé la question, mais je voulais que tu nous parles de gang de poétesses aussi. Oui. Est-ce que tu peux le faire? Donc, on en fait partie avec Rime toutes les deux. Et donc, c'est une plateforme collaborative avec plusieurs poétesses qui sont à des stades de leur travail ou à des endroits de réflexion et de création qui sont extrêmement différents. Et donc, on est une bonne vingtaine, je dirais. Et à la base, on s'est regroupés pour faire des choses sur Instagram, TikTok et tout, s'emparer un peu des réseaux sociaux ensemble pour s'entraider, trouver des mécanismes comme ça de soutien. Et du coup, ça se développe de plus en plus parce qu'on commence à faire aussi des événements ensemble, etc. Et c'est vrai que, donc je conseille à tout le monde d'aller sur le Insta de Poétesse Gang. Je vais le partager parce que ça aussi. permet vraiment de découvrir pléthore de poétesses et qui sont aussi très différentes et d'avoir un peu, c'est pas de toute façon, c'est pas au sens strict, mais quand même de voir vraiment beaucoup d'endroits poétiques. Ça permet de se faire une idée de ce qu'on aime ou pas en poésie aussi, ce qui est très très précieux.
en amont de la lecture, parce que généralement, enfin souvent, les personnes lisent un poème, enfin un livre de poésie, n'aiment pas, et en fait, en déduisent que elles aiment pas la poésie, toute la poésie, mais en fait, avec Poétesse Gang notamment, on se rend compte qu'il y a tellement de démarches différentes, d'esthétiques différentes, d'approches, de manières de la penser, de l'écrire, de thématiques aussi qui sont abordées. Donc, c'est ça qui est génial avec cette plateforme. C'était magnifique aussi d'essayer de créer un groupe avec des personnes qui, par exemple, ont déjà une carrière comme Rim ou Camille Bloomfield, des universitaires et tout, et en même temps des petites jeunes qui débarquaient complètement et tout, et de voir comment on peut s'apporter des choses et les moments de connivence qu'on a, et donc voilà. Trop bien. Allez regarder. Ouais, carrément. C'est hyper intéressant ce que tu disais sur le fait que je pense que beaucoup de personnes vraiment vont lire un texte de poésie et se disent oh j'aime pas, alors que il y en a tellement de différentes. Mais parce que voilà, enfin les personnes font pas ça forcément avec le roman par exemple au lycée. Enfin, tu ouvres un roman, t'aimes pas, il te tombe des mains, c'est pas grave, t'en lis un autre. Alors qu'avec la poésie, il y a ce côté vraiment, je te donne une chance, frère. Et là, tu vas me la cacher. Tout repose sur toi pour tous les Alors autres. Alors que c'est dur, en fait. Enfin, c'est juste que, je sais pas, moi, je lis Rim Batal, finalement, ça me botte pas. Je vais ouvrir quand même. Faut pas que ça m'empêche d'ouvrir Stéphanie Vauvor. Il y a aussi autre chose. Et désolée, je suis venue avec mon petit machin. Il y a les anthologies. Les anthologies de poésie, c'est un outil aussi qui est génial parce que, enfin là par exemple, c'est celle du Castor Astral, il y en a chez Bruno Doucet aussi, enfin il y en a plusieurs, qui regroupent une centaine de poètes et poétesses d'aujourd'hui, de générations différentes, autour plus ou moins d'une même thématique. Et donc pareil, ça permet de se dire ok, ça j'aime pas, lui je vais acheter son livre, elle je vais l'acheter, lui bye, j'aime pas du tout. Une belle manière de découvrir. Exactement. Ouais. Trop bien. On va peut-être le remontrer même, si vous voulez. Ça, on peut le mettre là. Exactement. Ouais, on le voit, c'est bon en fait. Est-ce que tu l'avais pris pour ta pile à lire ? Oui, alors je l'ai pris pour ma pile à lire justement. En plus, Stéphanie est en train de tomber des nues parce qu'elle se dit pile à lire, mon Dieu. Parce que Stéphanie n'a pas eu toutes les infos. Après, je peux citer des noms et puis les gens iront chercher. L'idée, c'est de parler de 1 à 3 livres que vous êtes en train de lire ou que vous avez de relire d'ailleurs, ou que vous avez très hâte de lire et de nous dire un petit peu pourquoi, pour donner des idées de lecture aux personnes qui nous regardent. Ok, moi j'en ai un là par exemple, c'est l'anthologie de la poésie palestinienne. Les textes ont été collectés et je veux pas traduits aussi par un poète marocain qui s'appelle Abdelatif Labi. Et en fait, je pense que c'est important de le lire aujourd'hui. Il est chez Point parce que ça permet aussi de s'informer, de s'instruire sur la question palestinienne en dehors des discours politiques dont on est inondé aujourd'hui. Et il y a rien de mieux que la poésie, que la parole des poètes et poétesses qui vivent ça aussi dans leur chair. Et c'est vraiment très très beau. Il y a des textes de de le mettre là. Il y a des textes de Raïd Wahesh, il y a des textes de Asma Azaïza. En fait, c'est des poètes soit qui vivent toujours en Palestine, soit qui sont issus de la diaspora. Donc, ça donne vraiment une idée des réalités qui sont très différentes et qu'on met dans ce palestinienne, quoi. Trop bien, trop intéressant. Donc, publié chez Point, tu disais. Génial. Est-ce que tu as autre chose en stock ? Mais justement, je viens tu viens d'en parler, de tout spoiler, mais donc voilà, c'était l'anthologie annuelle du Printemps des Poètes qui est chez le Castor Astral. Justement, j'ai balancé tous mes arguments juste avant, parce qu'en effet, je trouve ça important comme format pour découvrir la foisonnance et la diversité de la poésie contemporaine. Et ça va je sais pas, il y a vraiment des textes de Brigitte Fontaine, il y a des textes de Guillaume Marie qui n'ont rien à voir, de Zoé Bémond de Senneville dont on a parlé tout à l'heure. Enfin, et il y a une parité exceptionnelle parmi qui est toujours respectée dans ces 94 poètes. Ouais. Donc le désir en nous comme un défi au monde. Superbe titre. Ça donne très envie. Merci beaucoup, Rim. Ouais, merci. Stéphanie, je te prends un petit peu de cours du coup, mais est-ce que tu as envie de nous recommander ? Le dernier livre que j'ai acheté et j'ai pas commencé à le lire, c'est Le Club des larmes de
Voilà. Morgane Hortin. Ouais. En fait, j'étais en train moi-même de travailler sur les larmes. Je me suis dit, depuis janvier dernier, chaque fois que tu pleures, tu vas écrire, déjà tu vas le noter, et tu vas essayer d'écrire pourquoi et qu'est-ce qui a déclenché ton chagrin. Et du coup, on m'a parlé de son travail là-dessus et comment elle essayait de faire en sorte que les gens puissent se réapproprier ça. Et de ce que j'ai compris, mais donc c'est un recueil où aussi tu peux écrire dedans. Ouais. Et je trouve ça trop bien parce que pour moi, vraiment, chaque livre, c'est vraiment une rencontre. À chaque fois que tu décides de publier, vraiment, tu jettes une bouteille à la mer en espérant que quelqu'un va la trouver et en faire quelque chose. Et pour moi, il y a pluralité de livres, c'est-à-dire que, typique, là, on prend les quatrains de l'All Inclusive de Rime. Finalement, ce livre, voilà. On peut remettre aussi. Il y a autant de recueils qu'il y a de lecteurs, puisqu'ils vont s'en emparer et aussi être très actifs dans la réception. Et donc, je trouve que là, d'acter complètement ça, en plus associant le geste d'écriture même au livre, c'est assez formidable. Donc, du coup, j'ai hâte de me plonger dedans. Et si je peux rebondir aussi sur ce que Rime a présenté, moi, un truc qui m'a vraiment gênée dans mes études, c'est qu'on a étudié très peu d'auteurs et d'autrices étrangères. Donc, j'invite tout le monde aussi à sortir du cadre français parce qu'il y a aussi des travaux même de traduction qui sont fantastiques. Et puis aujourd'hui, par exemple, il y a plein de gens qui connaissent l'anglais, on peut lire en anglais et tout ça. Donc voilà, malheureusement, c'est pas dans l'anthologie. Peut-être qu'on va la créer, une espèce d'anthologie internationale. Allez. En fait, il existe de plus en plus de livres, de recueils traduits en édition bilingue qui sont publiés notamment chez Segers, par exemple, qui a publié des textes de Maya Angelou en anglais et en français. Aux éditions Lanskin aussi, il y a un texte de fou. Enfin, il y en a deux que j'adore particulièrement. C'est un texte de Nathan Tantral qui s'appelle Vache enragée et Amnésie collective de Kole Kaputuma, qui sont tous deux d'Afrique du Sud. Et c'est juste absolument dingue. C'est une écriture qui n'a pas sa semblable en France. Et c'est beau aussi de se pencher justement sur ces démarches qui viennent d'ailleurs, ces thématiques qui sont abordées ailleurs. Et là, c'est vraiment, je les conseille vivement, ces deux livres qui sont splendides. Merci. J'allais justement vous demander comment faire quand on a envie de s'ouvrir aussi à des auteurs et à des autrices qui ne sont pas français et qui n'ont pas forcément écrit en français. Et c'est des bons conseils, c'est génial, trop bien. Et Stéphanie, on a reçu, figure-toi, Morgane Hortin dans l'avant-dernier épisode de LMK, le podcast de Mademoiselle. Pour faire un atelier d'écriture. Ouais, exactement. Et donc je te recommande d'aller le réécouter si t'as envie. Mais on a tous failli pleurer pendant l'enregistrement de cet épisode. Donc et ouais, c'était vraiment très très chouette de pouvoir écrire. Comme tu disais aussi, c'est une bonne approche d'écriture sur un objet qui est fait pour être lu aussi. Complètement. Et puis en fait, ce qui est génial avec la poésie, c'est que c'est un genre qui peut être accessible à partir du moment où on a envie de s'y essayer. En fait, pour moi, je suis en train d'écrire un petit article là-dessus. Pour moi, la poésie, c'est comme le foot. Et ça devrait l'être, en fait. C'est tout le monde, il y a le mondial, tout le monde suit, il y a des grands joueurs internationaux, etc. Mais il y a aussi, n'importe quelle personne avec un ballon peut pratiquer, passer un super chouette moment, se défouler, se lier avec d'autres en jouant ensemble. Enfin, vraiment, il y a un esprit de camaraderie qui peut se créer autour de cette pratique. Et pour moi, la poésie, c'est exactement la même chose. Enfin, on peut jouer avec quelques mots, essayer d'imiter des grands poètes, ou alors essayer de créer quelque chose de neuf et de pousser la démarche un peu plus loin et de, jouer à l'international ou en Ligue 2, c'est très bien aussi. Voilà. Donc, je pense vraiment que c'est hyper important d'encourager toute personne à écrire aussi à partir du moment où, en organisant des ateliers d'écriture, des initiatives comme justement des scènes ouvertes, comme celle du Crachoir, Mange tes mots aussi, au Lou Pascalou, je sais pas si vous connaissez. Et voilà. Donc, je pense que vraiment l'un va avec l'autre. Trop bien, mais je trouve que c'est une très bonne façon de conclure cette émission en invitant justement vous qui nous regardez, peut-être qui n'écrivez pas mais qui en avez envie, ou qui ne lisez pas mais qui en avez envie, allez écrire et lire aussi tout ce que vous écrivez. Toute cette émission sera disponible en replay sur YouTube et sur Twitch dans très peu de temps, et sur YouTube dans quelques jours. Voilà.
Ce sera aussi disponible. Il y a le décor sur le site de Mademoiselle. Wow. Ok, d'accord. C'est le bon moment. Je crois qu'il était temps. Pour le SOS la régie, on a un problème. Bah écoutez, ça tombe bien, c'est la fin de l'émission. Je crois que vraiment même le studio avait besoin qu'on s'arrête. On va s'arrêter. Un final est génial. Voilà, magnifique et terrible. Un immense merci en tout cas à toutes les deux, Rim et Stéphanie. C'était un plaisir de papoter avec vous. Ce sera un plaisir de continuer à vous lire. Et voilà, c'est par terre, ça ne tombera pas plus bas. Et merci à vous tous et toutes qui nous avez regardés. Et puis on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission du Book Club. Merci, bonne soirée.